Le train régional ralentit en traversant les champs vallonnés de l'Occitanie, dans le sud de la France. Des vignes à perte de vue, des murets de pierres calcaires et des maisons isolées ponctuaient le paysage d'une tranquillité presque calculée. Rien, là, ne laissait présager que sous cette terre brûlée par l'été se cachait une énigme vieille d'un demi-siècle. Claire Moreau descendit à la petite station Saint-Romain-les-Vignes, une mallette rigide serrée contre sa poitrine. Journaliste d'investigation à Paris, elle s'était forgé une réputation en exhumant des dossiers oubliés, en déconstruisant les récits officiels à l'aide de documents et de dates. Mais cette affaire n'avait pas commencé par une plainte, elle avait commencé par une secousse. 2 mois auparavant, un séisme inhabituel pour la région avait frappé des villages ruraux près de la frontière espagnole. Rien de dévastateur, mais suffisant pour fissurer des routes secondaires et déplacer de vieilles constructions. Une fois la poussière retombée, les agriculteurs signalèrent un phénomène étrange. Des lignes droites sous la terre nue, comme des figures géométriques émergeant du sol. Il ne s'agissait pas de formation naturelle, c'était des fondations. Les autorités locales ont rapidement isolé la zone, invoquant un risque de glissement de terrain. La mairie l'a classé comme anciens vestiges agricoles. L'affaire a failli être étouffée sur place, jusqu'à ce qu'une photographie aérienne fuite sur un forum en ligne. Sur cette image, les marquages révélaient clairement le tracé des rues, l'alignement des maisons et une place centrale, un village entier. Claire reconnut le nom griffonné sur le bord de la photo scannée, Val des Brumes. Ce nom ne figurait pas sur les cartes actuelles. En revanche, il apparaissait dans un rapport interne de 1961, déposé au ministère de l'Intérieur, un document qu'elle avait découvert quelques mois auparavant lors d'une enquête sur des cas de relocalisation forcée après la guerre. Selon le rapport, Val-des-Brumes cessera d'exister en 1959 en raison d'un exode démographique spontané. 53 habitants, aucun registre migratoire officiel, aucun certificat de décès collectif, aucune explication convaincante. La version officielle affirmait que les habitants avaient progressivement quitté le village en raison de difficultés économiques. Or, aucune trace de vente immobilière n'a été retrouvée. Aucun héritier ne revendiquait les terres. Aucune action en justice n'a été intentée. Seul le silence administratif régnait. Un demi-siècle plus tard, la terre se fissurait, révélant la géométrie d'un lieu qui n'avait jamais été officiellement détruit, seulement oublié. Claire traversa la petite place Saint-Romain et remarqua que les regards se détournaient. Le café du coin se tut lorsqu'elle poussa la porte en bois. Les conversations s'interrompirent, non par curiosité, mais parce qu'on avait compris de qui elle venait. Elle ne s'est pas présentée comme journaliste, elle a simplement commandé un café et observé. De vieilles photographies ornaient les murs, des moissons, des fêtes des moissons, des enfants souriant devant l'église en pierre. Une photographie attira son attention. Sur ce cliché de 1958, à côté d'un tracteur fraîchement acquis, figurait un panneau indicateur partiellement recouvert de lierre. La flèche indiquait « Val des Brumes, 3 km ». Claire paya son café et partit avant que quiconque puisse l'approcher. L'antagoniste de cette histoire n'avait pas un visage unique. Il était structuré, il y avait des signatures sur les rapports, il y avait des cachets officiels, mais il y avait aussi des représentants locaux, des gens qui en savaient plus qu'ils ne le laissaient paraître. À la mairie, le secrétaire municipal Antoine Lemaire accueillit Claire avec un sourire bureaucratique. « Il n'y a là que du terrain instable », a-t-il déclaré en croisant les doigts sur la table. Claire ouvrit lentement le dossier. Des photographies aériennes imprimées, des copies du rapport de 1961, une liste des noms des 53 disparus. S'il s'agissait d'une évacuation spontanée, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de réinstallation ? Demanda-t-elle sans élever la voix. Antoine continuait de sourire, mais sa mâchoire se crispa. Les gens partaient à cette époque. La vie rurale était difficile. 53 personnes dans la même semaine. Silence. Claire n'insista pas. Elle rangea les papiers. Elle se leva. Dehors, le vent soulevait une fine poussière.
Au loin, des pelleteuses encerclaient la zone isolée par le séisme. Des barrières provisoires en bloquaient l'accès. Une voiture de gendarmerie y était stationnée, même des semaines après la secousse. Ce n'était pas qu'une simple précaution. Ce soir-là, installée dans une modeste pension de famille, Claire étala sur son lit les exemplaires qu'elle avait rapportés de Paris. Un détail l'avait toujours intriguée, une note manuscrite dans un coin du rapport de 1961. Classification maintenue à la demande de la région. Demande de qui? Le séisme n'avait pas seulement mis au jour les fondations physiques, il avait révélé une incohérence narrative. Si le village avait été abandonné, pourquoi en occulter officiellement l'existence? Pourquoi effacer les panneaux, les cartes, les registres paroissiaux? Elle ouvrit son ordinateur portable et consulta des images satellites récentes. Même avant le séisme, le terrain présentait une légère décoloration, comme si quelque chose en dessous perturbait la croissance uniforme de la végétation. Val-des-Brumes n'a jamais été démoli. C'était recouvert. Vers 2 heures du matin, un bruit la fit lever les yeux, des pas dans le couloir, lents. Ils s'arrêtèrent devant sa porte. Personne ne frappa. Elle resta immobile. Au bout de quelques secondes, les pas s'éloignèrent. Le lendemain, alors que Claire se rendait en voiture dans la zone bouclée, elle remarqua qu'une partie de la clôture avait été renforcée pendant la nuit. De nouveaux panneaux signalaient un risque géologique grave. Les ouvriers évitaient de croiser leurs regards. Mais quelque chose avait changé. L'une des fissures ouvertes par le séisme a révélé bien plus que de la pierre. Elle a mis au jour un sol carrelé, intact, un morceau de mur encore debout, et un élément métallique partiellement exposé. Cela ne ressemblait pas à une ruine antique, cela ressemblait à une préservation abrupte. Alors que je prenais des photos à distance, un homme âgé s'est approché discrètement sur le chemin de terre. Il portait un chapeau usé et marchait avec difficulté. « Ils ont dit qu'il valait mieux ne pas parler », murmura-t-il sans la regarder directement. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle attendit simplement. J'avais 8 ans quand c'est arrivé. Elle ressentit le poids de cette phrase avant même d'en comprendre toute la portée. Que s'est-il passé? A-t-il finalement demandé. L'homme contemplait l'horizon où les machines étaient en marche, les lumières. Le vent s'est levé, apportant avec lui l'odeur de la terre retournée. Personne n'est parti, a-t-il ajouté. Ils étaient là la nuit, et le matin, ils n'étaient plus là. Avant que Claire n'ait pu poser d'autres questions, une camionnette officielle s'approcha au bout de la route. Le vieil homme s'éloigna aussitôt, comme s'il ne s'était jamais arrêté là auparavant. Claire rangea l'appareil photo. Le mystère ne résidait pas seulement dans la disparition. C'était une tentative persistante de le maintenir enterré. Et maintenant, le terrain étant ouvert, quelqu'un semblait plus préoccupé par ce qui pourrait en émerger que par ce qui était déjà visible. Elle avait 53 noms, et le sentiment grandissant que le tremblement de terre n'était pas le seul événement sismique sur le point de secouer cette région. Le sud de la France avait coutume de dissimuler ses secrets sous des strates de tradition. En Occitanie, les fêtes des moissons suivaient encore d'anciens calendriers, et les noms de famille se répétaient de génération en génération sur les pierres tombales claires des petits cimetières. C'était un territoire où la mémoire collective primait sur les archives officielles, et paradoxalement, où certaines choses étaient effacées avec une précision quasi chirurgicale. Claire a commencé par visiter l'église de Saint-Romain-les-Vignes. Construite au XVIIe siècle, la petite nef en pierre abritait les archives paroissiales remontant à avant la Révolution française. Le père Bernard, un homme maigre aux mains osseuses et au regard méfiant, hésita avant d'autoriser l'accès aux vieux livres. Les disques de Val-des-Brumes ont été transférés, dit-il en ajustant ses lunettes. En 1960. Muté où? Demanda Claire. Archives du département officiellement. Officiellement. Elle feuilleta les registres restants. En 1958, les actes de baptême et de mariage mentionnaient encore des habitants de Val-des-Brumes. En février 1959, une dernière inscription. Mariage annulé pour circonstances exceptionnelles. Aucune autre explication n'est nécessaire. En quittant l'église,
Claire remarqua que le village voisin semblait délibérément ignorer ce nom. Aucune plaque, aucune référence historique, aucun mémorial. Comme si Val-des-Brumes n'avait jamais fait partie du paysage social, mais le silence était parfois rompu. Au marché hebdomadaire, parmi les fromages régionaux et les bouteilles de vin local, elle entendait un fort accent occitan dans les conversations chuchotées. Quand elle mentionnait 1959, les mains qui pesaient les fruits ralentissaient. Quand elle disait « tremblement de terre », leurs regards se détournaient. L'antagonisme ne s'est pas manifesté par des confrontations directes, mais par des manœuvres d'évitement coordonnées. Claire découvrit qu'Antoine Lemaire, le secrétaire municipal, était le fils du maire entré en fonction en 1960, un mois après la disparition de Val-des-Brumes. Son père avait gouverné pendant 27 années consécutives, sans aucune élection contestée durant cette période. Plus curieux encore, les documents fiscaux ont révélé que le terrain où se trouvait le village avait été enregistré comme « terre agricole improductive » peu après 1959. Aucun propriétaire individuel. Administration directe par la municipalité, un attachement silencieux. Entre-temps, le vieil homme qui lui avait parlé sur la route réapparut à la pension ce soir-là. Il s'appelait Marcel Fournier. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenait la tasse de thé. « Ils sont arrivés 3 jours plus tôt, » dit-il à voix basse. « Des hommes qui n'étaient pas de la région. Ils ont dit qu'ils allaient effectuer des relevés géologiques. »« Y avait-il une activité minière là-bas » demanda Claire. Marcel secoua la tête. Juste des vignes et du blé. Il a décrit des camions stationnés sur la place centrale de Val-des-Brumes, des engins métalliques qui émettaient un bruit incessant, des structures temporaires érigées près de la petite école rurale. Mon père disait que c'était une affaire de gouvernement, qu'il ne fallait pas poser de questions. Claire enregistrait mentalement chaque détail. Le contexte historique était délicat. 1959, en pleine guerre froide. La France, sous la direction de Charles de Gaulle, investissait massivement dans l'autonomie nucléaire. Des essais et des recherches étaient menés dans des territoires d'outre-mer, officiellement. Mais que se passerait-il si une expérience préliminaire avait été menée sur un sol continental? L'hypothèse paraissait extrême. Pourtant, elle expliquerait le secret, la classification régionale et l'annexion des terres. La nuit dernière, poursuivit Marcel, il y avait des lumières dans le ciel. Pas comme des éclairs, elles étaient fixes, elles pulsaient. Des sons demanda Claire. Un bourdonnement, comme un transformateur électrique. Il avait 8 ans, il aurait pu s'agir de l'imagination d'un enfant. Mais sa description est restée cohérente, même 50 ans plus tard. Claire décida de visiter les archives départementales à Toulouse. Le trajet en voiture lui permit de mieux connaître la géographie de la région. Collines calcaires, grottes naturelles, failles géologiques discrètes. Un terrain propice à la dissimulation d'infrastructures souterraines en toute discrétion. Dans les archives, il a trouvé la confirmation du transfert des registres paroissiaux de Val-des-Brumes. Cependant, le contenu était incomplet. Des pages étaient arrachées. Et il manquait des données entre janvier et mars 1959. Des dégâts anciens, expliqua l'archiviste. Mais la coupe était trop nette. Parmi des cartons oubliés, Claire a trouvé quelque chose d'inattendu. Une carte militaire datée d'avril 1959, désignant la zone comme une zone de restriction temporaire. Le tampon indiquait une coopération entre les autorités régionales et le ministère de la Défense. Une restriction temporaire qui a duré des décennies. Pendant que Claire menait l'enquête, des machines se mirent en marche sur le site du séisme durant la nuit. Des drones survolèrent la zone isolée. La justification officielle passa de risque géologique à évaluation structurelle préventive. Mesure préventive contre quoi si le village avait été officiellement abandonné depuis un demi-siècle? Le conflit n'était plus seulement historique, il devenait contemporain. Claire comprit qu'Antoine Lemaire n'agissait pas seul. Il subissait des pressions extérieures. Les appels qu'il recevait à son bureau se terminaient toujours par une attitude plus intransigeante, une hiérarchie invisible. Cependant, un élément ne collait pas à la théorie militaire.
S'il y avait eu une expérience ou un accident, pourquoi ne pas avoir procédé à une évacuation officielle? Pourquoi ne pas avoir démoli les bâtiments? Pourquoi avoir laissé le village intact sous une couche de terre? La réponse se trouvait peut-être dans le tremblement de terre lui-même. Elle a demandé les rapports sismiques les plus récents. L'épicentre ne coïncidait pas exactement avec les failles naturelles connues. La secousse était superficielle, située presque exactement sous l'ancien centre de la place du Val des Brumes, comme si quelque chose en dessous avait cédé. Cette nuit-là, Claire retourna discrètement sur le périmètre. Elle observa les excavatrices à distance. Un instant attira son attention. Les ouvriers interrompirent brusquement leur travail. Un superviseur passa un coup de fil urgent. Puis, une partie de la zone fut de nouveau recouverte de lourdes bâches. Pour dissimuler ce qui a été révélé, Marcel réapparut une fois de plus, apportant cette fois quelque chose enveloppé dans un vieux tissu. « Mon père a conservé ceci », dit-il. C'était une photographie jaunie de la place du Val des Brumes, prise 2 jours avant la disparition. À l'arrière-plan, près de l'école, se dressait une structure métallique qui détonnait avec l'architecture rurale de l'époque. Cylindrique, trop haute pour être agricole. Claire ressentit le poids de cette image. Ce n'est pas un seul village qui a disparu. C'était un événement. Et si le tremblement de terre avait endommagé non seulement les fondations, mais aussi le toit d'un bâtiment construit après 1959. Le village n'a peut-être pas seulement été enseveli. Peut-être qu'une construction avait été érigée par-dessus, et maintenant tout s'effondrait. L'antagonisme a cessé d'être simplement institutionnel. Il est devenu structurel, voire physique. La terre révélait bien plus que le passé. Cela a révélé une intervention. Claire referma le dossier en rentrant à la pension. Pour la première fois, elle réalisa que son enquête pourrait ne pas se limiter à un article de presse. Cela pourrait entraîner une confrontation directe avec des structures qui n'étaient jamais destinées à être exposées. Et si Marcel avait raison, 53 personnes n'avaient pas émigré. Ils avaient été effacés. Mais pourquoi ont-ils été supprimés? Et que se passait-il exactement sous le sol occitanien 50 ans plus tard? Claire n'a pas attendu la permission. Le lendemain matin, il contourna la route principale et suivit un sentier emprunté par les chasseurs locaux. Le périmètre isolé était trop vaste pour être surveillé de près. La clôture nouvellement installée présentait des points faibles, le terrain accidenté rendant difficile la fixation des poteaux métalliques. Elle a traversé l'une de ces sections. L'air était imprégné d'odeurs de calcaire concassé et de gazole. Les engins étaient stationnés. Aucun ouvrier en vue. Seul un groupe électrogène portatif éclairait la zone centrale excavée. Val des Brumes réapparaissait par fragments. La place centrale était devenue un trou béant de près de 3 mètres de profondeur. Une partie du sol d'origine était encore intacte. Les bancs en bois n'étaient plus que des squelettes noircis. Une fontaine de pierre gisait sur le côté, mais ce n'était pas ce qui justifiait l'isolement militarisé. Au centre de la place, en contrebas du niveau du sol d'origine, se dressait une structure circulaire qui ne faisait manifestement pas partie du village rural de 1959, en béton lisse, parfaitement conservé, d'environ 6 mètres de diamètre. Une trappe métallique partiellement exposée. Claire a pris une photo rapidement. Cela ne semblait pas improvisé. Cela semblait planifié. Elle s'approcha suffisamment pour apercevoir des inscriptions effacées sur le bord de la structure. Des lettres métalliques avaient été arrachées de force, ne laissant que des marques. Soudain, des projecteurs s'allumèrent à la limite de la propriété. Elle s'est accroupie derrière un pan de mur effondré. 2 véhicules officiels ont pénétré dans le périmètre. Des hommes en sont descendus, munis de lampes torches et de porte-documents. L'un portait un uniforme de gendarmerie, l'autre un costume sombre même à cette heure-ci. « Nous devons régler cette affaire avant que la presse ne s'en mêle », a déclaré l'homme en costume. Claire a enregistré l'audio sur son téléphone portable en restant immobile. « La secousse a endommagé la chambre inférieure », répondit l'officier en uniforme. « En cas de déplacement supplémentaire, chambre inférieure. » Il ne parlait pas de fondations agricoles. Les hommes s'approchèrent de l'écoutille.
L'un d'eux donna un léger coup de pied dans le métal pour en tester la solidité. Le son résonna creux. « Nous ne pouvons pas l'ouvrir pour le moment », a déclaré l'homme en costume. « L'ordre est de le stabiliser et de l'enfouir jusqu'à ce qu'une autorité supérieure en décide autrement. » Réentrée. Claire sentit son estomac se nouer. Elle recula lentement le long du sentier et ne reprit sa respiration normale que lorsqu'elle atteignit la voiture. Le lendemain, il publia une note préliminaire sur un site internet parisien indépendant. Il n'accusa pas directement le gouvernement. Il se contenta de présenter des faits, l'existence avérée d'un village disparu, le récent tremblement de terre, la structure en béton découverte sous la place. La réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux ont commencé à diffuser la photographie aérienne originale aux côtés des nouvelles images prises par Claire. Le nom de Val-des-Brumes a refait surface numériquement après un demi-siècle d'absence, et avec la visibilité est devenue la pression. Antoine Lemaire a convoqué une conférence de presse impromptue à la mairie. Il a déclaré que l'ouvrage souterrain était un ancien réservoir d'eau construit dans les années 1960 à des fins agricoles. Claire était présente. « Existe-t-il des documents relatifs à cette construction ?» demanda-t-elle. « Il est possible que des fichiers techniques aient été perdus au fil du temps. Pourquoi classer cette zone comme zone militaire restreinte en 1959 ?» Antoine hésita une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Mesure préventive durant une période politique délicate. Réponse vague. Entre-temps, Marcel a disparu. Claire s'est rendue chez lui en fin d'après-midi. La porte était verrouillée. Les rideaux étaient tirés. Un voisin a déclaré qu'une voiture officielle était venue le chercher pour lui fournir des explications. Le conflit cessa d'être simplement historique ou structurel. Il devint personnel. Cette nuit-là, Claire a reçu un courriel anonyme avec une pièce jointe cryptée. L'expéditeur utilisait un serveur étranger. L'objet ne contenait qu'une date, 17-03-1959. Après décodage du fichier, un rapport technique partiel a été publié. Titre: Test de confinement souterrain, projet Brouma. Gel. Val-des-Brumes. Le document décrivait une expérience impliquant un champ d'énergie à haute densité pour le confinement géologique. Un langage technique était utilisé, mais une phrase se démarquait. Événement inattendu d'une ampleur plus importante que prévu. Recommandation immédiate, isolement total de la zone et confinement de la population locale afin d'atténuer les risques. Suppression de la population. Claire le relut. Ce n'était pas une évacuation. Ce n'était pas une réinstallation. C'était de la répression. Le rapport ne précisait pas comment. Il indiquait seulement qu'après l'événement, aucune activité biologique détectable n'était plus observée dans la zone 0. Zone 0. Le village était l'épicentre. La théorie nucléaire paraissait désormais insuffisante. L'expérience décrite impliquait un confinement géologique, peut-être une tentative de stabiliser des failles tectoniques, de contrôler des micro-séismes. Une approche trop expérimentale pour l'époque. Si le test avait échoué, cela aurait pu déclencher un phénomène localisé. Implosion, effondrement souterrain, libération d'énergie inconnue, mais le village est resté structurellement intact sous terre, comme si quelque chose s'était produit sans explosion visible. Claire a recoupé les données sismiques récentes avec les coordonnées du rapport. L'épicentre du séisme coïncidait presque exactement avec le point décrit comme la chambre de confinement inférieure. La chambre s'effondrait. Si la structure souterraine a été construite après les événements de 1959 pour isoler le lieu où il s'était produit, alors le village n'a pas simplement été effacé. Il était encapsulé. Et maintenant, 50 ans plus tard, l'encapsulation échouait. Le lendemain, d'autres camions sont arrivés sur place. Du matériel plus lourd. Des techniciens qui, de toute évidence, n'appartenaient pas à la municipalité. Claire a tenté de s'approcher, mais une ordonnance judiciaire d'urgence l'en a empêché, restreignant l'accès pour des raisons de sécurité nationale.
Le mot a finalement été utilisé « sécurité nationale ». Le récit public a commencé à se fissurer. Les médias internationaux ont commencé à remettre l'affaire en question. Les théories se sont multipliées. Armes expérimentales, accidents chimiques, phénomènes atmosphériques inconnus. Mais Claire savait que la vérité était plus proche et peut-être plus troublante. Si le rapport était authentique, 53 personnes n'avaient pas été écartées. Ils avaient été exposés à quelque chose, et le gouvernement avait décidé non seulement de dissimuler l'erreur, mais aussi de construire une structure pour isoler le site indéfiniment. Le tremblement de terre n'était que le premier signe avant-coureur d'une catastrophe. Lors de la 3e nuit consécutive de fouilles intensives, un nouvel événement a été enregistré, une seconde secousse, plus faible, mais concentrée au même endroit. Les résidents ont signalé de brèves vibrations. Claire a reçu un court message d'un numéro inconnu. Si la caméra s'ouvre, ce ne sera pas seulement l'histoire qui en ressortira. Le conflit avait atteint un nouveau niveau. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir ce qui s'était passé en 1959. L'objectif était d'empêcher toute fuite immédiate, qu'elle soit physique, énergétique ou biologique. Et si la structure souterraine recelait non seulement des preuves, mais aussi des conséquences concrètes, Claire s'est rendu compte que l'enquête pénétrait sur un terrain où journalisme et risques réels se croisaient dangereusement. La question n'était plus « que s'est-il passé ?» C'est devenu « que se passe-t-il encore sous Val-des-Brumes ?» La seconde secousse n'a pas été officiellement signalée. La municipalité a publié un bref communiqué évoquant un tassement naturel du sol suite à une activité sismique antérieure. Aucune mention de la chambre souterraine, aucune mention de risque structurel, mais les habitants l'ont ressenti. Les bouteilles vibraient sur les étagères. Les chiens hurlaient avant la secousse. À Saint-Romain-les-Vignes, le silence qui suivit le tremblement de terre dura plus longtemps que l'événement lui-même. Claire comprit que quelque chose changeait dans le comportement collectif. La peur commençait à rivaliser avec la loyauté au silence. Entre-temps, une nouvelle intrigue secondaire se déroulait. Dans les fichiers fiscaux numérisés auxquels elle avait accédé à distance, une société créée en 1960 apparaissait, Géotechnique Méridionale S.A., officiellement spécialisée dans les études des sols et de l'irrigation. Capital initial élevé pour les normes rurales de l'époque. Conseil d'administration composé de 3 membres, dont 2 furent ultérieurement rattachés au ministère de la Défense. La société a été dissoute en 1972. Aucun document public ne mentionne les contrats importants. Claire a recoupé ce nom avec le rapport Projet Mist. Signature technique. ING. Henri Delatour. Delatour figurava comme consulteur principal de la Géotechnique Méridionale. Mais ce n'était pas tout. Selon les registres nationaux de décès, Henri Delatour est mort en 1963 dans un accident de voiture près de Lyon. Accident isolé. Aucun témoin. L'intrigue secondaire liée à l'entreprise commençait à se mêler à la disparition. Si la société a été créée peu après les événements de 1959, elle aurait pu servir de couverture à la construction de la chambre souterraine. Un projet financé discrètement pour encapsuler ce qui s'était passé sous Val-des-Brumes. Mais une autre couche est apparue. Claire a reçu une réponse du laboratoire indépendant auquel elle avait envoyé des échantillons de sol prélevés clandestinement en bordure du site de fouille. Résultat préliminaire, présence de composés minéraux altérés par l'exposition à des fréquences électromagnétiques élevées. Aucune radiation nucléaire. Altération vibratoire. C'était comme si le sol avait été soumis à un champ d'énergie intense et concentré. En enquêtant sur l'entreprise, Claire découvrit qu'Antoine Lemaire n'avait pas seulement hérité du poste de son père, mais aussi de documents privés de la mairie qui n'avaient jamais été transférés aux archives publiques. Elle obtint un accès indirect grâce à une jeune employée administrative, Camille Durand, qui commençait à remettre en question la version officielle. Camille n'a pas confronté directement la secrétaire, mais a permis à Claire de consulter les procès-verbaux des réunions municipales de 1960. Un document a retenu mon attention. Discussion
concernant la compensation financière extraordinaire reçue pour la stabilisation régionale. Compensation, aucune mention de la raison. Saint-Romain-les-Vignes a connu une prospérité inattendue dans les années 1960. Routes goudronnées, nouvelle école, système d'irrigation moderne. La prospérité bâtie sur le silence. Une autre intrigue secondaire a émergé au sein même de la population. Certaines familles anciennes portèrent des noms de famille qui figuraient également sur la liste des 53 personnes disparues, mais avec des variations orthographiques minimes. Claire remarqua quelque chose d'inquiétant. Certains actes de naissance de 1961 et 1962 mentionnaient des enfants portant des noms de famille identiques à celui de Val-des-Brumes, mais sans historique parental clair. L'hypothèse était délicate. Et s'ils n'étaient pas tous morts? Et si certains avaient été retirés, déplacés ou réidentifiés? La suppression de la population ne signifie pas forcément l'extermination totale, mais plutôt l'effacement civil. Cette piste d'enquête a compliqué le récit. Elle a rendu l'événement plus ambigu, peut-être une tentative désespérée de contenir un phénomène inattendu. Entre-temps, la pression temporelle s'accentuait. Des rapports internes ayant fuité indiquaient que la chambre souterraine présentait des micro-fissures structurelles. Le béton, malgré son épaisseur, a montré une dégradation accélérée après le séisme. Les techniciens ont évoqué la possibilité d'une ouverture contrôlée pour relâcher les contraintes internes. Soulagement des tensions internes. Qu'est-ce qui avait engendré ces tensions pendant 50 ans? La troisième nuit suivant la seconde secousse, une panne de courant partielle s'est produite dans la région. Elle n'a duré que 6 minutes, mais a coïncidé avec une activité intense dans le périmètre isolé. Des habitants ont de nouveau signalé des lumières dans le ciel, pas d'éclairs. Légumineuse, la même description que celle donnée par Marcel. Claire parvint à filmer à distance un bref éclair bleuâtre apparu près du centre de la fouille. Cela ne ressemblait pas à une explosion, mais plutôt à une décharge électrique verticale et concentrée. Si la chambre présentait un dysfonctionnement, elle aurait pu libérer de l'énergie résiduelle. Mais il y avait une complexité supplémentaire. Camille a révélé qu'Antoine Lemaire avait reçu la visite de 2 représentants venus de Paris. Non pas du ministère de la Défense, mais du ministère de la Transition énergétique. Pourquoi ? Si le projet Bruma impliquait des expériences de confinement géologique utilisant des champs énergétiques, il pourrait être lié aux premières recherches sur la manipulation sismique ou l'extraction d'énergie souterraine. Une tentative pionnière, mais mal calculée. Claire a organisé les fils narratifs, intrigue secondaire commerciale, création de géotechnique méridionale en façade technique, intrigue politique secondaire, compensation financière et prospérité conditionnée par le silence. Sous-parcelles de population, d'éventuelles réidentifications et radiations civiles, sous-graphique énergétique, preuve d'un champ électromagnétique et d'une activité de courants anormaux. Ils se sont tous dirigés vers la chambre souterraine. Les tensions s'exacerbaient non seulement à cause de ce qui risquait de passer inaperçu, mais aussi à cause de ce qui pourrait être révélé. Le lendemain matin, les autorités ont pris la décision de procéder à un forage latéral afin d'évaluer l'intégrité interne de la structure. Claire a reçu l'information de Camille avant qu'elle ne soit rendue publique. Le forage comportait des risques. Si la chambre contenait quelque chose d'instable, son ouverture pourrait déclencher un événement plus important que le séisme initial. Elle est retournée sur les lieux avant le début officiel de l'opération. Il a observé des techniciens en train de positionner des foreuses industrielles. Des capteurs sismiques supplémentaires ont été installés à proximité. L'antagonisme n'était plus seulement institutionnel, c'était un scientifique. Une tentative antérieure de contrôler les forces naturelles a peut-être engendré des effets imprévisibles. Et la tentative actuelle de les étudier risque de reproduire cette erreur. Lorsque la perceuse commença à percer le béton, un bruit sourd résonna dans le sol. Il ne provenait pas de la machine, cela venait d'en bas. Le sol sous les pieds de Claire vibra irrégulièrement. Des capteurs se mirent à biper simultanément. Les techniciens échangèrent des regards. Le forêt a été immédiatement retiré,
un silence brutal. Un ingénieur a marmonné quelque chose que Claire a réussi à saisir en partie. Il y a une activité interne, activité, pas statique, non fossilisée, actif. Les intrigues secondaires convergeaient désormais vers un point critique. S'il y avait eu une accumulation d'énergie ou un phénomène persistant, la décision de maintenir le dispositif scellé pendant 50 ans aurait pu éviter quelque chose de pire. Mais le séisme avait déjà amorcé le processus d'ouverture involontaire. La pression du temps devenait réelle. Chaque secousse supplémentaire risquait de briser définitivement la structure. Claire réalisa qu'elle devait prendre une décision. Continuez simplement à documenter, ou révéler immédiatement tout ce que vous saviez en imposant la transparence avant que les autorités ne prennent des décisions hâtives. Mais en même temps, un doute s'est installé. Et si la divulgation publique provoquait la panique et entravait les mesures techniques nécessaires? Le conflit n'était plus une simple plainte. Cela devenait un dilemme entre révéler toute la vérité ou attendre de comprendre pleinement ce qui se cachait sous Val des Brumes. Alors qu'elle hésitait, une troisième secousse, plus forte que les précédentes, ébranla la région. Et cette fois, la trappe métallique au centre du carré a bougé de quelques centimètres. De l'intérieur, une faible lueur s'échappait par les fissures. Ce n'était pas une flamme, ce n'était pas de la fumée. C'était une lumière pulsante, la même lumière décrite en 1959. La troisième secousse ne put être dissimulée. Des vidéos filmées par des habitants ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux avant même la publication de toute déclaration officielle. Sur l'une d'elles, prise à près de 2 kilomètres du périmètre isolé, on pouvait distinguer une pulsation bleutée s'élevant verticalement du sol, telle une colonne de lumière comprimée se dissipant dans l'air. En quelques heures, le nom Val des Brumes est devenu un phénomène national. Claire savait que ce moment allait tout changer. Les autorités ne pouvaient plus invoquer une simple instabilité géologique. La trappe avait visiblement bougé. Les techniciens travaillaient désormais en combinaison de protection renforcée. Des capteurs supplémentaires étaient installés en urgence. Elle parvint à s'infiltrer de nouveau par le flanc ouest du périmètre, profitant de la confusion engendrée par l'arrivée de journalistes d'autres médias. Le contrôle était renforcé à l'entrée principale, mais le chaos créa aussi des brèches. La trappe était partiellement ouverte, pas par décision officielle, en raison de la pression interne. Une fissure d'une vingtaine de centimètres laissait échapper une lumière pulsante et rythmée. Elle n'était pas continue, comme si elle réagissait à quelque chose, comme si elle obéissait à un motif. Claire s'est rapprochée suffisamment pour entendre. Ce n'était ni une explosion, ni une vibration sismique classique. C'était une pulsation profonde et répétitive, presque comme une respiration mécanique. Un ingénieur a crié des instructions pour garder ses distances. Un autre a essayé de mesurer la fréquence cardiaque avec un appareil portatif, mais les données affichées fluctuaient de manière erratique. Puis c'est arrivé. La trappe céda de quelques centimètres supplémentaires avec un claquement sec et métallique. L'impulsion lumineuse s'intensifia pendant 1 seconde, puis se stabilisa. Pas d'explosion, pas de rejet catastrophique. Seule une lueur constante est désormais visible à l'intérieur. Claire a réussi à prendre des images de l'intérieur de l'appareil photo à travers l'ouverture agrandie. Ce qu'il a vu a réfuté toutes les hypothèses précédentes. Il n'y avait pas de corps. Aucun résidu d'explosion n'a été constaté. Au centre de la chambre souterraine se trouvait une structure cristalline, suspendue par des supports métalliques, telle une nef artificielle. Le cristal émettait une lumière bleutée pulsante. D'épais câbles reliaient la structure aux parois de béton. Le projet Bruma n'était pas un test de confinement suite à un accident. C'était une tentative pour contenir cela. Le rapport qui mentionnait un événement inattendu faisait peut-être référence à l'activation initiale de ce noyau. Mais le plus grand choc restait à venir. L'un des techniciens, ignorant les ordres de ses supérieurs, approcha un capteur portatif de l'ouverture. L'écran afficha une mesure instable et pendant une brève seconde, un motif répétitif. Ce n'était pas un bruit aléatoire, c'était une suite.
Claire a zoomé au maximum avec son appareil photo. Les pulsations lumineuses suivaient des intervalles mathématiquement réguliers. Elle a reconnu le schéma. Code binaire. Pas parfaitement structuré, mais trop organisé pour être un phénomène naturel. Le cristal émettait des informations. L'un des ingénieurs a murmuré quelque chose que Claire a clairement entendu. Elle est active depuis 1959. Actif. Pendant 50 ans. Cette révélation a changé la nature du conflit. Si le village a disparu la nuit de l'activation du noyau, alors les 53 habitants n'ont pas été victimes d'un effondrement ou d'une irradiation. Ils avaient été exposés à un champ énergétique inconnu, possiblement généré par cette structure. Mais la question la plus troublante s'est posée quelques secondes plus tard. Des capteurs biométriques installés autour de la chambre ont commencé à enregistrer des signatures thermiques provenant de l'intérieur, pas seulement du noyau. Il existait des variantes secondaires, comme si quelque chose réagissait à l'ouverture. Un technicien a reculé brusquement lorsque la lumière a pulsé avec une plus grande intensité. La tendance a changé, la séquence s'est accélérée. Claire sentit l'air autour d'elle vibrer légèrement. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était une fréquence. Et puis, pour la première fois depuis 1959, un son différent s'échappa de la chambre. Ce n'était pas un problème mécanique. C'était bio, un écho lointain et indéfinissable, mais indéniablement non métallique. Les techniciens se regardèrent dans un silence absolu. Un superviseur a ordonné l'évacuation immédiate du périmètre, mais il était trop tard pour contenir l'image. Claire a diffusé sa vidéo en direct sur son site web indépendant. Des milliers de personnes l'ont suivi en temps réel. Le noyau cristallin intensifia sa luminosité pendant quelques secondes, puis projeta quelque chose sur les parois internes de la chambre. Ombres formulaires, comme des silhouettes humaines projetées sur le béton. 5, puis 10, puis des dizaines, pas des corps physiques, mais les impressions. Comme si des souvenirs tridimensionnels étaient libérés, Claire sentit son cœur s'emballer. Si tel était le résultat de l'expérience, alors le projet Bruma n'était pas simplement une tentative de confinement géologique. Il s'agissait d'une tentative d'accéder à un phénomène énergétique capable d'interagir avec la matière vivante, ou de le manipuler. Et il avait échoué. La plus grande révélation survint l'instant d'après. Le motif lumineux s'est réorganisé et, pendant quelques secondes, a formé une séquence claire en code binaire que le logiciel en ligne a commencé à traduire en temps réel dans les commentaires de la diffusion. Les premiers mots décodés sont apparus sur l'écran de Claire. « Nous ne sommes pas partis. La prochaine impulsion, nous avons été déplacés. » Le silence autour du périmètre devint absolu. Les autorités ont tenté de couper le signal, mais la transmission avait déjà été reproduite par des dizaines de chaînes. Le récit officiel s'est effondré à ce moment-là. Si le noyau émettait des messages structurés et si ces mots n'étaient pas une coïncidence, alors les 53 habitants de Val-des-Brumes ne seraient peut-être pas morts. Peut-être avaient-ils subi quelque chose qui avait altéré leur état physique ou dimensionnel. Le superviseur a crié de refermer l'écoutille. Les techniciens ont battu en retraite, mais le réacteur fonctionnait déjà avec une intensité croissante. Puis survint l'événement qui consolida ce tournant. Une 4e secousse, plus forte que toutes les précédentes, ébranla la région. La trappe s'ouvrit complètement. La lumière s'est propagée verticalement, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas dissipée dans l'air. Il s'est condensé. Et devant des dizaines de témoins et des milliers de spectateurs en ligne, des formes humaines translucides commencèrent à émerger lentement de l'ouverture. Pas solides, pas entièrement matériels, mais indéniablement humains. 53. Le projet Bruma n'a pas entraîné de déplacement de population. Cela avait provoqué un changement d'énergie qui les avait piégés dans un état intermédiaire. Et maintenant, suite à la défaillance structurelle de la caméra, le processus commençait à s'inverser.
L'histoire ne se résumait plus à une simple disparition, c'était un retour en force, et personne, ni les autorités, ni les scientifiques, ni Claire, n'était préparé à ce que signifierait le retour d'une substance qui avait été contenue pendant un demi-siècle. La quatrième secousse cessa aussi brusquement qu'elle avait commencé. La poussière flottait encore dans l'air lorsque les premières formes translucides dépassèrent complètement le bord de l'écoutille. Leur démarche était inhabituelle. Leurs mouvements étaient légèrement décalés entre l'intention et l'action, comme s'ils apprenaient encore à maîtriser la gravité. 53 silhouettes. Certains sont plus importants, d'autres sont clairement puérils. Le périmètre a subi un effondrement opérationnel. Les techniciens ont battu en retraite. Un des générateurs s'est arrêté accidentellement. Les sirènes ont retenti sans coordination. La gendarmerie a tenté d'établir un périmètre de sécurité, mais personne ne disposait du protocole. Les retransmissions en direct avaient déjà été reprises par des chaînes internationales. Il était devenu impossible de faire taire la vidéo. Claire a continué le tournage. Les formes n'attaquèrent pas. Elles ne s'enfuirent pas. Elles se positionnèrent simplement lentement sur le sol qui avait été autrefois leur carré. Et puis, quelque chose d'encore plus déconcertant s'est produit. Les silhouettes commencèrent à se dessiner. Des visages apparurent comme des images révélées par de vieilles photographies. Des traits simples, mais reconnaissables. Des vêtements typiques des années 1950. Robes champêtres, bretelles, chapeaux de paille. Marcel se trouvait à la limite du périmètre, après s'être échappé de la garde informelle où il était détenu. Il tomba à genoux en reconnaissant l'une des silhouettes. « C'est ma mère », murmura-t-il. Mais la silhouette ne le regardait pas. Tous les 53 étaient orientés dans la même direction, vers le noyau cristallin encore incandescent dans la chambre ouverte, comme s'ils attendèrent des instructions. La réaction du gouvernement a été immédiate. La zone a été déclarée zone de sécurité nationale maximale. Des forces supplémentaires ont été déployées. L'espace aérien régional a été temporairement restreint. Mais contrairement à 1959, il était trop tard pour un isolement complet. Le monde entier regardait. Les scientifiques commencèrent à s'exprimer publiquement. Les physiciens théoriciens parlèrent de déphasage. Les spécialistes des champs électromagnétiques évoquèrent un piégeage d'énergie dans un état cohérent. Aucune théorie n'expliquait pleinement le phénomène. Parallèlement, au niveau local, les conséquences humaines ont été immédiates. Des familles portant des noms liés à Val-des-Brumes s'approchaient du périmètre, sous le choc et en silence. Certaines pleuraient. D'autres gardaient leur distance, comme si elles craignaient de reconnaître des traits familiers dans ces silhouettes instables. Claire a remarqué un détail crucial. Les silhouettes ne portaient aucun signe de vieillissement. Ils étaient exactement comme en 1959. S'ils avaient été déplacés au moment de l'activation du noyau, le temps ne s'était pas écoulé pour eux de la même manière. Le noyau pulsa de nouveau. Cette fois, le schéma ne s'est pas traduit par de simples mots, mais par une séquence plus complexe. Un logiciel en ligne tentait de l'interpréter. Les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux. Une nouvelle expression a émergé, partiellement décodée. Interruption incomplète. Juste après, processus redémarré. Le sol vibrait légèrement, mais pas comme lors d'un tremblement de terre. C'était une vibration concentrée autour de la chambre. Pour la première fois, les silhouettes réagirent à leur environnement extérieur. Certaines bougèrent lentement la tête, d'autres firent un pas hésitant. Un enfant translucide tendit la main pour toucher l'air, et ce faisant, le bout de ses doigts gagna en densité pendant une fraction de seconde. Matérialisation progressive. Mais il y avait de l'instabilité. Lorsqu'une des figures tentait de s'éloigner de plus de quelques mètres de la zone centrale, sa forme perdait en netteté, devenant plus diffuse, comme de la fumée emportée par le vent. Ils étaient reliés au noyau, contenus par lui, les personnes à sa charge. Cela a créé un nouveau dilemme. Si les autorités décidaient de fermer ou de détruire la structure, elles pourraient anéantir ces vies à jamais. Mais maintenir cette activité impliquait de perpétuer un phénomène inconnu et potentiellement instable.
Camille, qui avait réussi à se rapprocher avec Claire, observait les données sur une tablette connectée à des diffusions scientifiques ouvertes. La fréquence augmente, a-t-elle déclaré. Il semble que le système essaie de stabiliser quelque chose. Stabiliser le rendement? Ou pour conclure un processus au point mort depuis 50 ans? L'une des silhouettes finit par détourner le regard du centre. Il se tourna lentement vers la foule au loin. Ses traits se sont affinés pendant quelques secondes. C'était un homme d'âge mûr, vêtu d'une chemise de travail rurale. Il ouvrit la bouche. Aucun son audible n'est sorti, mais le noyau a réagi. Le motif lumineux traduit en une nouvelle séquence binaire, ce n'était pas un accident. Claire ressentit l'impact de cette phrase. Si ce n'était pas un accident, le projet Bruma n'aurait pas échoué de manière inattendue. Ça avait fonctionné, mais avec un effet secondaire prévu et dissimulé. Les conséquences étaient désormais multiples, scientifiques. L'existence d'une technologie de confinement de l'énergie capable de préserver des êtres humains dans des conditions non conventionnelles. Politique. Preuve d'une expérience secrète menée en territoire civil. Considérations éthiques. Une décision concernant la réintégration ou la fin définitive de ces vies suspendues. Réseaux sociaux. Une communauté confrontée à des fantômes qui n'étaient pas une métaphore. Les tensions sont montées d'un cran lorsque des capteurs ont détecté une nouvelle augmentation d'énergie. Le groupe principal ne se contentait pas de maintenir les silhouettes. J'élargissais le champ d'application. Des habitants situés à plusieurs centaines de mètres ont signalé avoir ressenti des picotements sur la peau. Des appareils électroniques ont commencé à subir des interférences. Un officier supérieur est arrivé sur les lieux et a ordonné des préparatifs en vue d'une neutralisation à distance au cas où l'instabilité dépasserait les limites définies. Neutralisation. Claire prit conscience du danger immédiat. Si elles étaient désactivées brutalement, les 53 formes pourraient disparaître à nouveau, cette fois sans possibilité de retour. Elle a pris une décision rapide. Il diffusait en direct non seulement des images, mais aussi la lecture continue des messages binaires traduits. Exposition totale. Si le monde entier nous observait, toute décision extrême devrait faire l'objet d'un examen international. Le noyau pulsait avec son intensité maximale jusqu'à ce point. Les silhouettes se sont estompées pendant quelques secondes, et puis, simultanément, tous leurs regards se portèrent vers l'horizon, au-delà du périmètre, non pas vers le passé, non pas vers le cœur même du projet, mais vers l'avenir. Un dernier message a émergé. Choisir. Le processus semblait dépendre d'une intervention extérieure. Rester actif pour éteindre ou modifier le champ. Les conséquences n'étaient pas uniquement dues au point de basculement. Il constituait un choix actif dans le présent. Et pour la première fois depuis 1959, la décision n'a pas été prise à huis clos. J'étais devant les caméras, en présence de témoins, avant le monde. Le mot « choisissez » planait sur l'émission comme un poids collectif. Ce n'était pas une métaphore. Le noyau attendait une réponse opérationnelle. Les niveaux d'énergie se stabilisèrent temporairement, comme si le système était en veille. Les 53 figures demeuraient partiellement matérialisées, prises au piège entre densité et transparence. Claire s'est rendue compte que, pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Romain-les-Vignes, elle ne se contentait pas de documenter les faits. J'y participais. Jusque-là, sa force avait toujours résidé dans la révélation des faits. Dévoiler des documents, confronter les autorités, mettre au jour les mensonges. Mais désormais, la vérité ne suffisait plus. Il fallait comprendre le mécanisme avant que quelqu'un, par peur ou par opportunisme politique, ne prenne une décision irréversible. Elle s'est retirée dans une zone où des scientifiques discutaient frénétiquement des possibilités techniques. Si nous coupons brutalement le courant, le champ s'effondre, a déclaré un physicien envoyé de Paris. Nous ignorons ce qui arrive aux entités couplées. Si nous maintenons cette activité, le domaine pourrait s'étendre, rétorqua un ingénieur. La fréquence a déjà augmenté de 3%. Claire écoutait attentivement. La crainte était d'ordre technique, non moral. Mais il fallait bien que quelqu'un en traduise les conséquences humaines.
Elle s'approcha du panneau de surveillance improvisé. Camille lui fit de la place. Le motif binaire réagit-il à des stimuli externes? Demanda Claire. Nous n'avons pas encore testé l'interaction directe, a répondu le physicien. Claire observa les silhouettes. Si ces personnes étaient déplacées dans un état d'énergie débordante, peut-être que le noyau n'était pas seulement une prison. Peut-être était-ce un pont. Elle se souvint du rapport. Interruption incomplète. L'expérience a peut-être été interrompue avant la phase de stabilisation complète. Que se passerait-il si le processus était mené à bien correctement? Cette hypothèse était dérangeante. Elle impliquait de faire partiellement confiance à la même technologie qui avait causé la catastrophe, mais la seule option était de l'éteindre par peur. Claire a pris une décision qui a marqué un tournant décisif dans sa vie. Ne le neutralisez pas, a-t-elle dit à l'officier responsable, dont l'ordre était en attente d'approbation finale. Donnez-leur le temps de comprendre le schéma. Vous n'avez pas les compétences techniques, répondit-il d'un ton tendu. Non. Mais le monde entier nous observe. S'ils mettent fin au projet sans tenter de le stabiliser, ce sera une décision assimilable à une exécution publique. Il n'y avait aucune accusation dans son ton. Juste un constat. L'officier hésita. La pression internationale commençait à se faire sentir. Des experts étrangers proposaient déjà leur aide à distance. Les universités diffusaient des analyses en temps réel. Claire a cessé d'exercer uniquement le métier de journaliste. Elle a commencé à jouer le rôle de médiatrice. Elle a demandé l'accès au système d'émission sonore à basse fréquence utilisé pour les essais sismiques dans le périmètre. Si le champ réagit à un modèle, nous pouvons peut-être envoyer un modèle de retour, a-t-il suggéré. La physique m'a confronté pendant quelques secondes, avant de céder. Nous devons identifier le rythme dominant du noyau. Camille a rapidement recoupé les données. Le pouls présentait un intervalle régulier correspondant à une fréquence sonore convertie spécifique. C'est presque harmonieux, a-t-elle dit. Presque. Claire sentait l'évolution intérieure qui s'opérait. Auparavant, il se serait contenté de demander des informations. Désormais, il devait contribuer à la recherche d'une solution. Elle a autorisé, devant les caméras, la transmission expérimentale d'une modulation de fréquence équivalente à la norme binaire de base précédemment traduite. Nous ne sommes pas partis. Les émissions ont commencé à un niveau faible. Le noyau a réagi par une légère intensification. Les silhouettes ont réagi. Certaines ont acquis des contours plus nets. Le module de physique a été ajusté avec précision. Le champ environnant s'est temporairement stabilisé, réduisant ainsi les interférences avec les appareils. La synchronisation est en cours, murmura l'ingénieur. Claire sentit quelque chose changer en elle. La peur initiale avait fait place à la détermination. Il ne s'agissait plus seulement d'une confrontation avec les autorités, mais d'une coopération imposée par la pression publique. L'antagonisme institutionnel commençait à s'estomper. Nombre de techniciens présents n'avaient pas participé aux événements de 1959. Ils furent tout autant touchés que n'importe quel autre citoyen. Un nouveau message est apparu dans le motif lumineux. Souvenir préservé. Claire prit une profonde inspiration. Si leurs souvenirs ont été préservés, alors ces personnes n'étaient pas vides, elles étaient conscientes. L'étape suivante exigeait un courage d'un autre ordre. Essayer de moduler pour une stabilisation complète, a déclaré le physicien. Cela pourrait leur donner une nouvelle vie, a averti l'ingénieur. Ou cela pourrait les désintégrer, a ajouté un autre. Claire s'avança de quelques mètres vers les silhouettes. Une femme translucide se tourna vers elle. Son regard était calme, non accusateur. Claire réalisa qu'au cours de l'enquête, elle avait cherché un coupable. Elle comprenait désormais que le conflit principal n'était pas une vengeance contre le passé. C'était une responsabilité présente. Elle s'est tournée vers les caméras. En 1959, ils ont décidé pour eux, a-t-il déclaré fermement. Aujourd'hui, nous déciderons avec eux. Il ne s'agissait pas de rhétorique incendiaire, mais d'un changement d'attitude. Le noyau pulsa de nouveau.
La physique a initié une séquence de synchronisation complète basée sur la fréquence stabilisée. Le champ s'est étendu de quelques mètres, mais cette fois sans vibration destructive. Il s'agissait d'une expansion contrôlée. Les silhouettes commencèrent à se densifier progressivement. D'abord les mains, puis les visages. L'enfant qui avait auparavant touché l'air toucha à présent le sol, laissant une légère trace dans la poussière. Mais le processus était lent et nécessitait un maintien constant de la fréquence. Claire est restée sur place, coordonnant la communication entre les scientifiques, les autorités et le public. Sa transformation était évidente, d'enquêtrice externe à actrice de la résolution de problèmes, non pas par héroïsme impulsif, mais par une compréhension progressive que révéler la vérité implique aussi de la défendre. Après 20 minutes de stabilisation, 10 des 53 figures ont montré une matérialisation presque complète. Ils respiraient. L'intensité du tronc a diminué, comme s'il s'adaptait à la charge. Un nouveau message a émergé, un processus viable. Le défi n'était pas seulement technologique, c'était moral. Saint Romain Lévigne commençait à accepter que les disparus n'étaient ni une légende, ni un châtiment divin, ni un complot isolé. Ils ont été victimes d'une expérience qui pouvait désormais être corrigée. Claire comprit que son rôle ne se limiterait pas à un simple titre d'article. Je continuerai à suivre chaque étape en veillant à la transparence. L'antagonisme avait changé de forme. Il ne s'agissait plus seulement de dissimulation. C'était un risque technique, et le seul moyen d'y remédier était de garder constamment sous surveillance, au sens propre comme au figuré, chaque décision. Le noyau pulsait à un rythme plus doux. Les figures ont conservé une forme plus stable, mais il en restait encore 43 à faire. Et le champ énergétique, bien que contrôlé, restait sensible. Le défi était en train d'être relevé, mais le plus grand défi restait à venir. Une stabilisation partielle a suscité l'espoir et un nouveau type d'urgence. 10 personnes respiraient déjà un air qu'elles n'avaient pas respiré depuis 50 ans. Leur corps, bien qu'identiques biologiquement à ceux de 1959, présentaient des signes de désorientation temporelle. Ils tremblaient, non pas de froid, mais d'adaptation. Les 43 autres sont restés dans un état intermédiaire, dépendant du champ émis par le noyau cristallin. Le problème est rapidement devenu évident. Le système n'a pas été conçu pour inverser le processus à grande échelle. La chambre souterraine, construite à la hâte après l'événement initial, était destinée à contenir l'énergie et non à la redistribuer. En imposant une stabilisation complète, le champ magnétique a commencé à surcharger les supports de la structure. Les capteurs ont indiqué une augmentation progressive de la pression interne. Si nous continuons à ce rythme, le noyau pourrait être surchargé, a averti le physicien. Et si on l'éteignait maintenant, demanda l'agent. Nous avons perdu les 43 restants. Le dilemme était cruel et mathématique. Sauver une partie ou tout risquer. Claire organisait la diffusion d'informations en temps réel au public, assurant une transmission continue. La transparence était devenue un rempart contre les décisions hâtives. Parallèlement, des scientifiques internationaux connectés à distance ont suggéré une solution alternative. Redistribuer le champ énergétique à l'aide de conducteurs externes, élargissant temporairement la zone de confinement. En termes simples, transformer tout le village en une extension de la mairie. Mais cela sous-entendait quelque chose d'inquiétant. Durant ce processus, toute personne se trouvant dans le périmètre pourrait être affectée par le champ. « Nous devons évacuer complètement », a déclaré l'officier. « Il n'y a pas assez de temps », répondit le physicien. Le noyau commença à émettre un signal irrégulier. « N'est plus stable. Le message suivant est apparu par fragments. Fenêtre limitée. » Le système indiquait une limite de temps. Peut-être que 50 années de compression d'énergie atteignaient le point de libération inévitable. Claire comprit que le point culminant ne serait pas une confrontation physique. Ce serait une décision collective comportant des risques réels. Elle a rapidement constitué le noyau de commandement improvisé, le physicien, l'ingénieur en chef, Camille et l'officier. « Quelle est la probabilité d'une expansion incontrôlée ?» a-t-il demandé.
20 à 30%, répondit l'ingénieur. Quelle est la probabilité de sauver tout le monde si nous nous développons? A-t-elle insisté. 60%. Peut-être plus si nous sommes parfaitement synchronisés. Silence. 60% contre 30% de catastrophe. Une catastrophe de plus, mais de quelle ampleur? Le pire des scénarios? Demanda Claire. Le physicien hésita. Des charges énergétiques équivalentes à un petit séisme. Dommages structurels régionaux. Perturbations électriques généralisées, mais pas d'ampleur catastrophique à l'échelle continentale. C'était un risque sérieux, mais pas apocalyptique. Le méchant final n'était pas un humain. C'était une limitation de la technologie elle-même. Le noyau pulsa de nouveau. Deux des silhouettes instables commencèrent à se flouter, comme si le système revenait à une configuration plus économe en énergie. La fenêtre se fermait. Claire a pris la décision qui allait consolider son parcours. « Élargissez le champ d'action », dit-elle, en regardant l'officier droit dans les yeux. « Mais maintenez la transmission active. Si nous échouons, le monde saura pourquoi. Si nous réussissons, le monde apprendra comment. » L'agent prit une profonde inspiration avant d'acquiescer. Des équipes ont commencé à installer des conduits métalliques autour de l'ancienne place, formant ainsi un anneau de redistribution d'énergie improvisé. Des générateurs supplémentaires ont été raccordés. Des câbles serpentaient à travers le sol à nu. La tension montait visiblement. Les habitants observaient la scène à distance, certains tenant la main de membres de leur famille qui s'étaient partiellement matérialisés. Le ciel commença à s'assombrir, malgré l'heure avancée de l'après-midi. Non pas à cause d'un orage classique, mais en raison de subtiles interférences lumineuses dans l'atmosphère. Le noyau a atteint une intensité maximale stable. Synchronisation en 3, 2, 1. L'expansion a commencé. Une onde invisible se propagea dans le sol sous forme de distorsion thermique. Les appareils électroniques s'éteignirent momentanément. L'air se densifia et vibra à une fréquence audible basse. Les 43 silhouettes réagirent simultanément. Ces contours se sont précisés, mais la structure en béton située en dessous a commencé à se fissurer. Des micro-fissures se sont élargies sous l'effet de la pression redistribuée. Claire se tenait fermement au centre du périmètre élargi. Elle savait que partir maintenant signifierait abandonner le processus à l'opacité, et il n'était plus seulement un journaliste, c'était un témoin responsable. Le noyau a envoyé son dernier message avant la surcharge. La conclusion dépend de la stabilité externe. Les conducteurs vibraient, l'un d'eux a produit une étincelle. « Ajustez l'amplitude !» cria le physicien. Le terrain a dangereusement oscillé pendant une seconde. Les silhouettes commencèrent à alterner entre densité et transparence. C'était le point de non-retour. Ou bien elles se stabiliseraient complètement, ou alors ils perdraient tous en même temps. Le sol tremblait sous les pieds de Claire. Mais contrairement aux secousses précédentes, celle-ci semblait répondre à la fréquence émise et non la précéder. Le système était à bout de souffle, et le dénouement allait se jouer dans les secondes qui allaient suivre. Le champ énergétique a atteint son point critique. Les conducteurs vibraient comme des cordes tendues à l'extrême. L'air semblait comprimé, chaque respiration exigeant un effort. Le noyau cristallin brillait d'une intensité presque blanche, bien au-delà de son bleu originel. « Amplitude stable pendant 4 secondes !» s'écria le physicien. 4 secondes. C'était le délai maximal autorisé avant une éventuelle surcharge structurelle. Les 43 silhouettes restantes commencèrent à se densifier à un rythme accéléré. Les visages devinrent plus nets. Les yeux s'ouvrirent comme après un réveil brutal. Mais le béton de la chambre souterraine a commencé à céder. Une large fissure s'est ouverte à la base du noyau. Si la structure venait à s'effondrer, l'énergie libérée serait imprévisible. Claire a pris la décision finale. « Détachez le noyau de la base !» cria-t-elle à l'ingénieur. « Cela pourrait libérer des charges résiduelles ou empêcher l'implosion structurelle. » C'était un risque contre un risque. L'ingénieur hésita une demi-seconde, puis exécuta. Un mécanisme manuel a été activé.
Les supports métalliques qui maintenaient le cristal au fond de la chambre se sont partiellement rétractés. Le noyau était suspendu uniquement par les câbles supérieurs. L'effet fut immédiat. Les vibrations du sol ont diminué. L'énergie a cessé de s'exercer vers le bas et a commencé à se redistribuer horizontalement à travers l'anneau de conducteurs extérieurs. La fissure dans le béton a cessé de s'agrandir, mais le noyau commença à osciller dans l'air en tournant lentement. La luminosité se transforma en une pulsation intense et continue. Les autres figures étaient à quelques secondes de se matérialiser complètement. Puis vint le rebondissement final. Le noyau a émis une impulsion différente. Pas cher, convergent. Toute l'énergie qui était distribuée commença à revenir au centre. « Il rassemble les troupes !» cria Camille. Les 53 personnes, désormais presque entièrement matérialisées, commencèrent à ressentir le changement. Certaines titubèrent. La norme binaire finale a émergé. Transfert effectué. Transfert. Pas de stabilisation continue. Le groupe principal ne se contentait pas de restaurer les corps. Il restituait ce qui avait été absorbé en 1959. Toute l'énergie accumulée pendant 50 ans a convergé vers une seule impulsion. Claire a compris ce que cela signifiait une seconde avant les autres. « Éloignez-vous du noyau !» cria-t-il. Le cristal brilla intensément, puis libéra une onde lumineuse verticale qui se dissipa dans le ciel comme une aurore boréale concentrée. Pas d'explosion, aucune destruction, un silence soudain. Les conducteurs s'effondrèrent, inanimés. Les générateurs se sont arrêtés. Le noyau a complètement perdu de son éclat. Elle devint une pierre opaque, propriété. La poussière retombait lentement. Et sur le terrain, à Val-des-Brumes, il y avait 53 personnes solides qui respiraient, désorientées, mais vivantes. Manque de transparence, sans instabilité. Le champ avait été ramené à la matière. L'expérience de 1959 ne portait pas uniquement sur le déplacement, en dehors de l'absorption d'énergie incomplète. En réactivant le processus sous contrôle et sous surveillance publique, ils ont bouclé le cycle interrompu. La transformation du protagoniste devint évidente à ce moment-là. Claire n'a pas levé les bras en signe de triomphe. Elle n'a pas tendu la main vers l'appareil photo. Elle s'avança jusqu'au bord de la vieille place et observa une femme enlacer Marcel, qui pleurait comme un enfant devant sa mère, laquelle n'avait pas pris une ride depuis 1959. Claire avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité ne se résume pas à révéler les erreurs. Il s'agit d'assumer ses responsabilités jusqu'au bout. L'antagonisme institutionnel a été vaincu non par la confrontation violente, mais par une exposition continue et une prise de décision collective transparente. L'agent s'approcha d'elle, encore sous le choc. Le noyau est inerte, aucune activité détectable. Claire contempla la structure désormais effacée. Et puis c'est fini. Mais il ne s'agissait pas seulement de la fin d'un phénomène physique, ce fut le début de quelque chose d'une importance historique. La vidéo de la matérialisation complète avait déjà été visionnée des millions de fois. Des scientifiques du monde entier allaient analyser chaque image pendant des décennies. Et le récit officiel de 1959 fut officiellement détruit. Val-des-Brumes n'avait pas été abandonné. Il a été victime d'une expérience énergétique mal menée, qui a ensuite été confinée et dissimulée. Et maintenant, sous la lumière du monde entier, ses habitants étaient de retour. Le point culminant n'a pas entraîné de dévastation. Cela a permis la restauration. Mais la restauration nécessiterait un nouveau type de reconstruction, sociale, politique, morale. Et Claire savait que son voyage n'était pas encore terminé. Le silence qui suivit la désactivation du cœur n'était pas vide. C'était historique. 53 personnes se tenaient là, à l'endroit même où, pour elles, on était encore en 1959. Pour le reste du monde, un demi-siècle s'était écoulé. Les voitures électriques avaient remplacé les calèches. Les téléphones étaient sans fil. Le ciel était parsemé de satellites invisibles. Le premier défi n'était pas scientifique, c'était humain. Les équipes médicales se sont approchées avec prudence. Des tests rapides ont confirmé un fait presque impossible.
Biologiquement, les habitants du Val des Brumes étaient exactement les mêmes qu'au moment de leur disparition. Cellules intactes, aucun signe de vieillissement. Le temps ne les avait pas atteints, mais le monde les avait rattrapés. Marcel, désormais âgé, marchait aux côtés de sa mère, qui avait encore la quarantaine. Le contraste était saisissant et poignant. D'une voix tremblante, il expliqua que son père était mort il y a des décennies, que la maison n'existait plus et que la route avait été élargie. Elle écouta en silence, absorbant un avenir qui lui était apparu en un instant. Les conséquences politiques furent immédiates. Le gouvernement français a annoncé la création d'une commission publique d'enquête sur le projet Bruma. Sous la pression internationale, des documents classifiés ont commencé à être déclassifiés. Les noms des ingénieurs et des responsables impliqués ont été révélés. La création de la société Écran, la compensation financière versée à la région, le musellement systématique, tout cela constitue désormais une preuve documentée. L'ancien discours sur l'exode démographique spontané a été officiellement abrogé. Val des Brumes est de retour sur les cartes, mais le retour n'a pas été simple. Les 53 personnes devaient choisir, rester sur place, reconstruire le village ou s'intégrer à la France en 2020. Psychologues, historiens et spécialistes de l'adaptation temporelle ont été mobilisés. La situation était inédite. Certains ont réagi avec une résilience surprenante, d'autres ont été bouleversés en réalisant que des membres de leur famille avaient vieilli ou étaient décédés. L'enfant qui avait touché le sol lors de la matérialisation découvrit que techniquement, il était plus jeune que son propre neveu. La reconstruction physique a commencé des semaines plus tard, non pas en guise de réponse nostalgique, mais comme symbole. Les fondations mises au jour par le séisme ont servi de base à un nouveau village, aujourd'hui ouvert aux visites scientifiques et historiques. L'ancienne place du village a été préservée comme mémorial, son noyau cristallin inerte étant protégé sous un dôme de verre. L'objet n'émettait plus d'énergie. C'était un rappel silencieux de l'erreur humaine et de la possibilité de la corriger. Claire a suivi chaque étape. Son reportage initial a donné naissance à une série documentaire internationale. Sans sensationnalisme, précis et responsable, elle a refusé toute proposition de dramatisation excessive. Ce qui s'était passé n'avait pas besoin d'être exagéré. J'avais besoin de clarté. Sa transformation s'est manifestée dans ses choix. Il n'a pas cherché à exploiter la souffrance d'autrui pour son public. Il s'est concentré sur le processus, la prise de décision collective et la transparence. Lors d'une conférence de presse quelques mois plus tard, un journaliste lui a demandé si elle considérait cela comme une victoire personnelle. Claire a simplement répondu « non ». C'était une correction collective. L'antagonisme structurel de 1959 avait été surmonté non par la vengeance, mais par une exposition continue et une prise de décision partagée sous le regard du public. L'impact scientifique a été profond. Les recherches sur les champs énergétiques et le confinement des phases ont progressé de plusieurs années en quelques mois seulement, mais cette fois-ci sous une réglementation stricte et une supervision internationale. Le projet Bruma est devenu une étude de cas incontournable en matière d'éthique scientifique. Val des Brumes est devenu un symbole mondial de responsabilité technologique. Mais la conséquence la plus profonde était peut-être invisible. Le rapport entre la vérité et le temps a changé. Pendant 50 ans, un secret est resté enfoui sous le béton et le silence administratif. Il aura suffi d'un tremblement de terre, à la fois physique et moral, pour le révéler. Claire traversa la nouvelle place au crépuscule. Le bruit des marteaux et des scies indiquait que des travaux de reconstruction étaient en cours. Des enfants, certains nés en 1959, d'autres en 2020, couraient côte à côte. Elle leva les yeux vers le ciel. Aucune lumière bleue ne pulsait, aucun chant n'a vibré. Un horizon dégagé. La disparition s'était transformée en retour. Le retour s'était transformé en responsabilité, et la responsabilité, finalement, s'était transformée en avenir.
6 mois après le retour des 53 habitants, l'affaire semblait close. Le noyau restait inerte sous verre, traité comme une relique scientifique. Puis, à l'aube, des capteurs atmosphériques ont enregistré une impulsion identique à celle émise le jour du transfert. Elle ne provenait pas du sol, mais de la haute atmosphère. Le signal binaire a été traduit en 2 mots. Cycle accepté. Ce message était introuvable dans les archives de 1959. Claire a diffusé les données sans spéculation et la vidéo est devenue virale en quelques heures. Depuis, à chaque équinoxe, un signal similaire réapparaît. Le ciel de Val-des-Brumes n'a plus jamais paru complètement vide. Si cette histoire vous a amené à vous interroger sur nos connaissances en science, en temps et en responsabilité, n'hésitez pas à la partager. Les mystères ne restent enfouis que lorsqu'on les ignore. Laissez un commentaire. Pensez-vous que le cycle admis était un phénomène naturel, une erreur humaine ou autre chose? Votre théorie pourrait ouvrir de nouvelles discussions. Enregistrez ce récit pour y revenir plus tard et repérer d'éventuels indices. Et surtout, gardez votre curiosité. Car toute grande révélation a commencé par une personne désireuse d'explorer l'impossible. Le prochain signe pourrait bien apparaître au moment où on s'y attend le moins.